Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, regardez bien cet homme. Costume sombre, Bible serrée sous le bras, une voix posée, des phrases remplies de versets. Pour ses fidèles, il est un guide. Pour ses voisins, un pasteur respecté. Pour Bruxelles, un réfugié hongrois devenu figure d'autorité. Son nom, András Pandi. Voilà ce que le monde voit. Un homme irréprochable, un homme de Dieu. Mais votre rôle, ici, est de juger ce qui se cachait derrière ce masque. Né en 1927 en Hongrie, arrivé en Belgique après l'insurrection de 1956, Pandi s'impose vite comme pasteur de la communauté hongroise. Il a l'allure, le savoir, l'autorité. On le consulte, on l'écoute, on le croit. Sa parole devient vérité. Et c'est cette parole qui lui servira d'armure pendant des années. Chez lui, à Schaerbeek, la réalité n'a rien à foyers ordinaires. La maison n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu d'ordre. Les repas sont silencieux. Les enfants ne rient pas. Ils baissent la tête, ils attendent. Le père observe, juge, corrige. Un couvert trop bruyant, une parole mal placée, et la sanction tombe. Pas seulement une punition, une humiliation. Car Pandi savait briser non seulement les corps, mais surtout l'âme. La honte était son arme. Mesdames et messieurs les jurés, vous le savez, l'autorité d'un parent existe partout. Mais ici, elle se déguise en autorité divine, car dans cette maison, désobéir à Pandi, c'était désobéir à Dieu. Voilà ce qu'il imposait. Voilà comment il étouffait toute contestation. La religion n'était pas un refuge, mais un instrument de domination. Ses enfants, biologiques et adoptifs, vivaient sous cette emprise. Parmi eux, une jeune fille adoptée, Agnès, qui plus tard parlera. Mais à l'époque, personne ne parle. Chacun se tait. Le silence est la règle, la peur la loi. À l'extérieur, tout tient grâce au masque. Le dimanche, le pasteur prêche. Il parle d'ordre, de discipline, de chemin droit. Ses fidèles l'applaudissent, ses voisins le saluent. La façade est parfaite. Plus l'image publique brille, plus la réalité intime peut s'enfoncer dans l'ombre. Les disparitions commencent. Sa première épouse, Ilona, n'est plus là. On dit qu'elle est partie refaire sa vie. Plus tard, certains enfants disparaissent aussi. À chaque fois, une explication. Des voyages, des études, des brouilles. Des récits simples, courts, qui ferment la discussion. Et personne n'ose contredire la parole d'un pasteur. Mesdames et messieurs les jurés, je vous interroge. Jusqu'à combien d'absences accepteriez-vous ces explications ? À partir de quel moment le doute devait-il s'imposer ? Le masque fonctionne car il est socialement solide. Dans une communauté, un homme de foi ne se remet pas en cause sans preuve. Et tant qu'il contrôle le récit, il n'y a pas de preuve. Le système est verrouillé. L'extérieur ne voit rien. L'intérieur n'ose rien dire. Voilà le décor de ce procès. Un homme respecté au dehors, un tyran au dedans. Une maison qui devient un espace clos, où la peur remplace la parole. Une famille où les absences se multiplient, sans explication vérifiable. Un quartier qui ne soupçonne rien. Une paroisse qui continue de faire confiance. Mesdames et messieurs les jurés, retenez ceci. Le crime ne commence pas par le sang, il commence par le masque. Sans ce masque de pasteur, András Pandi
n'aurait jamais pu agir aussi longtemps. C'est parce qu'il était vu comme irréprochable qu'il a pu faire disparaître, un à un, les siens, sans que personne n'alerte. Voilà ce premier acte, une image publique, une maison fermée, un masque solide. Dans l'acte suivant, nous entrerons plus loin dans la maison des ombres. Nous verrons comment, sous ce silence imposé, la peur est devenue un outil quotidien et comment les disparitions se sont enchaînées dans l'indifférence apparente du monde extérieur. Mesdames et messieurs les jurés, vous avez vu le masque, le pasteur, l'homme respectable, le voisin poli. Aujourd'hui, vous entrez dans la maison. Et ce que vous allez voir n'a rien à foyer. C'est une maison des ombres, un lieu où la peur se respire et où les disparitions s'enchaînent sans retour. Dans cette maison, la règle est simple. On se tait. On mange en silence. On ne regarde pas trop longtemps. Les enfants se surveillent entre eux. Celui qui brise la règle s'expose à l'humiliation. Des gifles sèches, des paroles humiliantes. Être traité comme un mauvais croyant, un indigne. Le pire, c'est la honte. Être rabaissé devant ses frères et sœurs, devant sa mère. La honte devient un instrument de domination. Elle détruit la confiance. Elle brise la solidarité. Chacun finit seul dans sa peur. Pandy ne se contente pas de punir. Il impose un système. Sa parole est celle de Dieu. Ses enfants doivent obéir. Non seulement par respect filial, mais par devoir religieux. Douter de lui, c'est blasphémer. Dire non, c'est pécher. La Bible posée sur la table devient une arme. Et dans ce climat, chaque geste, chaque souffle, chaque pensée semble surveiller. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez, vous vivez dans une maison pleine d'enfants et pourtant, aucun rire. Pas de jeu, pas de cris, pas de disputes. Rien que le silence. Une prison invisible où l'air lui-même pèse. Puis viennent les disparitions. Une première épouse qui disparaît. Officiellement, partie refaire sa vie, mais aucune lettre, aucun appel, aucun signe. Puis un enfant qui cesse d'aller à l'école. On dit qu'il est parti travailler à l'étranger. On ne le revoit jamais. Un autre encore disparaît. Et chaque fois, l'explication tombe, sèche, brève, définitive. Parti, déménagé, en voyage. Les voisins acceptent, les fidèles croient. Personne n'interroge plus avant longtemps. À l'intérieur, les enfants voient les absences s'accumuler. Une chaise vide, un lit qui ne se défait plus, un prénom qu'on n'a plus le droit de prononcer. Les survivants l'ont dit. On leur interdisait de poser des questions. Un frère, une sœur disparaissaient, et il fallait faire comme si rien ne s'était passé. Le silence devenait la règle. Le silence, une loi plus dure encore que la peur. Et derrière ce silence, il y avait les crimes. Quand Pandy décidait qu'un proche devait disparaître, la mise en scène était implacable. Dans la cave, des corps étaient découpés. La scie grinçait, le métal mordait la chair. Puis venait la dissolution dans l'acide. Des bidons entiers versés pour effacer toute trace. La chair se dissolvait, la peau se délitait, les os se fragilisaient. Il ne restait qu'un liquide nauséabond écoulé dans les canalisations comme de simples eaux sales. Ainsi, dans cette maison, des vies entières disparaissent dans le silence des tuyaux. Le plus glaçant est la banalité du décor. Une rue tranquille, une maison mitoyenne, et derrière les rideaux tirés, l'horreur. Des corps sciés, des os réduits en fragments, des chairs dissoutes dans l'acide. Aucune trace visible pour les voisins. Rien qu'un pasteur qui sortait chaque dimanche, prêchait comme si de rien n'était. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez la peur de ceux qui restaient. Savoir qu'à tout instant, la porte de la cave pouvait s'ouvrir, que le père pouvait ordonner un nouveau sacrifice. Les survivants racontent avoir compris que contester,
C'était risqué de finir soi-même dans ces bidons. Cette menace suffisait à faire taire toute résistance. La maison devenait un piège. Les fenêtres donnaient sur la rue, mais le monde extérieur paraissait inaccessible. Les voisins ne soupçonnaient rien. La paroisse continuait de faire confiance. Le pasteur avait toujours une histoire prête pour justifier une absence. Et parce que l'homme portait un masque de respectabilité, personne ne creusait plus loin. Voilà la maison des ombres. Un lieu où la religion servait de masque, où la peur gouvernait les repas, où les disparitions devenaient normales. Et quand un corps disparaissait dans l'acide, la mémoire disparaissait avec lui. Il ne restait que le silence. Un silence que le monde extérieur ne voulait pas entendre. Mesdames et messieurs les jurés, retenez bien ceci. Le crime ne commençait pas seulement dans la cave, il commençait à table. Dans le silence imposé, dans la honte répétée, dans les mensonges servis aux voisins. La cave n'était que l'ultime étape d'un processus. Tout avait été préparé par des années d'emprise et de terreur. Dans l'acte suivant, nous verrons comment ce système de peur va finir par se fissurer, comment les silences accumulés finiront par se heurter à une vérité impossible à cacher, et comment, finalement, l'ombre sera mise en pleine lumière. Mesdames et messieurs les jurés, jusqu'ici vous avez vu le masque et vous avez pénétré dans la maison des ombres. Mais ce que je dois vous exposer maintenant, ce sont les crimes eux-mêmes. Ils ne sont plus seulement suggérés par des absences, ils se matérialisent par des corps, par du sang, par de leur chair réduite à néant dans le silence d'une cave. Quand Andras Pandy décidait qu'un proche devenait encombrant, la sentence tombait sans appel. Pas de cris dans la rue, pas de disputes entendues par les voisins. Tout se réglait entre quatre murs. La maison devenait tribunal, et lui seul rendait la justice. Il choisissait le moment, la pièce, la victime, et personne n'osait l'arrêter. Ses premières victimes furent sa propre épouse et certains de ses enfants. Il leur avait promis des voyages, il avait évoqué des départs soudains, mais la vérité est plus sombre. Dans la cave, il les frappait, les abattait. Puis venait l'étape suivante, plus froide encore, le démembrement. Une scie, un couteau, parfois une hache. Les chairs se séparaient des os dans un grincement métallique. Des heures passées à transformer un corps humain en morceaux transportables. Les enfants survivants ont dit plus tard que les bruits restaient gravés dans leur mémoire. Le frottement du métal, le choc sourd des os, l'odeur épaisse du sang qui collait au mur. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez la scène. Une cave étroite, un sol froid, une ampoule nue, un corps étendu puis découpé morceau après morceau, le sang qui s'accumule dans une bassine, le silence imposé brisé seulement par la lame qui scie. Voilà la réalité. Voilà ce que cette maison abritait. Mais Pandy ne s'arrêtait pas là. Il avait mis au point une méthode pour faire disparaître les traces. Il utilisait de l'acide, des bidons entiers. Le liquide corrosif rongeait la chair, dissout les tissus, affaiblissait les os. Le mélange devenait une boue pestilentielle qu'il versait dans les canalisations. Des vies humaines disparaissaient ainsi, réduites à des déchets liquides évacués par les égouts de Bruxelles. À l'extérieur, rien. Pas d'alerte, pas de plainte. Ces explications continuaient de suffire. On disait que ses proches étaient partis en Hongrie ou ailleurs en Europe. Les voisins n'insistaient pas, et parce qu'il était pasteur, sa parole avait valeur de vérité. Le masque continuait de protéger le monstre. Mais ce processus répétitif laissait des traces invisibles. Les survivants, terrifiés, observaient se taisaient. Mais ils n'oubliaient pas. Des années plus tard, ce seront leurs mots qui permettront de reconstituer la mécanique. Un enchaînement froid, sélection de la victime, mise à mort, démembrement, dissolution. Une chaîne criminelle parfaitement organisée dans l'ombre d'une maison ordinaire. Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus glaçant ? La violence des gestes ou le calme avec lequel ils étaient exécutés ? Car ce calme,
Cette absence d'émotion témoigne d'une mécanique rodée, sans remords ni hésitation. Au fil des années, le nombre de disparus augmente. Officiellement, ce sont des départs, en réalité, ce sont des meurtres. Les chiffres varient, mais l'enquête établira plus tard que plusieurs membres de sa famille directe ont été ainsi éliminés. Leur absence n'a jamais été signalée par l'extérieur. Le monde ne voulait pas voir. Et lui savait exploiter ce refus collectif. Le temps passe. La maison se vide par à coups. Les chaises se libèrent, les lits se vident. Mais dehors, le pasteur continue ses prêches. Il console, il bénit, il conseille. Et personne ne s'imagine qu'après avoir cité les évangiles, il rentre chez lui pour laver le sang incrusté dans sa cave. Pourtant, les murs gardaient l'odeur. Les canalisations portaient la trace. Le béton de la cave se souvenait du sang versé. Et ses preuves, longtemps invisibles, finiront par parler. Mais avant cela, il faut souligner l'impensable. Des enfants ont grandi dans cette maison, avec la certitude que toute contestation pouvait les conduire au même sort. Ils ont vécu, respiré, étudié, mangé dans le même lieu où leurs proches avaient été réduits en morceaux. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez ce que cela signifie. Dormir dans une chambre, sachant que quelques mètres plus bas, des corps avaient été dissous dans l'acide. Croiser le regard d'un père en sachant qu'il avait déjà effacé une partie de la famille. Et continuer à vivre, en silence, sous ce même toit. Voilà l'horreur véritable. À ce stade du procès, vous devez retenir ceci. Le crime n'était pas accidentel. Il était planifié. Il suivait une logique. Il servait un but. Éliminer ceux qui gênaient. Renforcer l'emprise sur ceux qui restaient. Chaque meurtre était un avertissement pour les survivants. Chaque disparition renforçait le silence. C'est ainsi qu'Andras Pandey a pu tuer dans l'ombre pendant des années. Dans l'acte suivant, nous verrons comment ces ombres vont peu à peu se fissurer, comment des voix longtemps tues finiront par se lever, et comment la justice commencera enfin à s'approcher de la vérité, cachée dans la maison du pasteur. Mesdames et messieurs les jurés, jusqu'ici, tout n'était que silence et effacement. Une maison close, des disparitions successives, un pasteur respecté à l'extérieur mais craint à l'intérieur. Mais aucun système, aussi verrouillé soit-il, n'est éternel. Et dans cette affaire, ce sont les fissures du silence qui vont peu à peu laisser passer la vérité. Ces fissures, elles apparaissent d'abord dans des regards. Des enfants survivants, marqués à vie, grandissent avec des souvenirs impossibles à effacer. Des bruits métalliques, des odeurs d'acide, des chaises vides à table. Ils n'en parlent pas encore, mais ils savent. Leurs silences sont lourds, leurs gestes hésitants. L'un d'eux racontera plus tard qu'il avait compris très tôt. Chez lui, parler équivalait à mourir. Mais le temps passe, les enfants deviennent adultes. Et ce qui était terreur immédiate devient mémoire insupportable. Certains quittent la maison, d'autres restent marqués par la peur. Et au cœur de ce système, une figure se détache. Agnès, la fille adoptive. C'est elle qui, des années plus tard, brisera le silence. Agnès avait vécu sous l'emprise directe de Pandey. Elle avait subi son autorité, ses humiliations. Et elle avait vu, de ses propres yeux, les disparitions s'enchaîner. Elle savait. Mais pendant longtemps, elle n'avait pas eu la force de parler. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez le poids. Dénoncer son propre père adoptif, pasteur respecté, alors que personne ne semblait vouloir entendre. Il fallait du courage. Il fallait des années. Dans les années 1990, ce courage finit par se transformer en parole. Agnès raconte. Elle dit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a subi. Elle parle des disparitions, des mensonges, de la cave, de l'acide. Sa voix, longtemps retenue, sort enfin de l'ombre. Et cette voix fait basculer toute l'affaire. Les enquêteurs belges, d'abord sceptiques, commencent à creuser.
car les disparitions signalées par Agnès correspondent à des absences réelles. Des femmes, des enfants, des proches qui n'ont plus jamais donné signe de vie. Et les explications données par Pandy, si longtemps acceptées, apparaissent soudain fragiles. Trop de voyages, trop de départs, trop de silence. Le récit commence à s'effondrer. Mesdames et messieurs les jurés, rappelez-vous, un masque peut tenir des années, mais il suffit d'une brèche pour que tout vacille. Ici, la brèche a un nom, Agnès. Les policiers se rendent à la maison. Ils l'inspectent. Ils interrogent les voisins, ils reprennent les registres scolaires, les dossiers administratifs. Et partout, la même chose. Des absences inexpliquées. Des personnes qui disparaissent sans démarche, sans transfert de papier, sans traces bancaires. Rien. Comme si elles s'étaient évaporées. Mais ce n'est pas une évaporation. C'est une élimination. Et peu à peu, la justice l'établit. Les témoignages s'accumulent. D'anciens proches, d'anciens fidèles évoquent leurs doutes. Ils se souviennent des phrases étranges, des explications trop rapides, des incohérences qu'ils n'avaient pas relevées à l'époque. Le puzzle commence à se former. Les enquêteurs fouillent la cave. Ils cherchent des traces, le béton, les murs, les canalisations. Et ce qu'ils trouvent, ce sont des résidus chimiques, de l'acide, des traces organiques qui confirment le récit d'Agnès. Oui, des corps ont été dissous ici. Oui, des vies ont été anéanties dans un endroit banal, au cœur de Bruxelles. Mesdames et messieurs les jurés, imaginez la stupeur de ces enquêteurs. Venir pour une vérification et découvrir que derrière un pasteur souriant se cache un bourreau domestique. Découvrir que cette maison de quartier, cette cave banale, était en réalité un lieu de massacre. Il n'y avait pas de cadavres entiers, pas de squelette intact, mais il y avait assez de traces pour confirmer l'horreur. L'acide avait fait disparaître beaucoup, mais pas tout. L'affaire devient publique. La presse s'empare du dossier. Le pasteur pendu n'est plus seulement un nom dans une paroisse. Il devient un suspect. Les articles parlent d'un ogre, d'un pasteur de l'horreur. La Belgique découvre, abasourdie, ce qu'elle n'avait pas voulu voir pendant des années. Et dans ce quartier, la stupeur est immense. Comment personne n'a-t-il rien remarqué? Comment des disparitions successives ont-elles pu passer pour des départs ordinaires? Mesdames et messieurs les jurés, la réponse est simple. Parce que le masque était solide, parce que l'homme était pasteur, parce que la société préfère croire au départ qu'au crime, parce que chacun a fermé les yeux. Mais désormais, les yeux s'ouvrent. Agnès témoigne, les enquêteurs confirment, les preuves scientifiques s'accumulent, et l'homme qui prêchait chaque dimanche devient l'homme qui doit répondre devant vous, la justice de ses crimes. Ce quatrième acte est aussi celui de la fissure. Le silence se brise, le récit s'effondre. Et ce que l'on devinait à demi-mot se dit désormais tout haut. Le procès peut s'ouvrir, car à partir de là, il ne s'agit plus d'absence, mais de meurtre. Plus de soupçons, mais de preuves. Plus d'ombre, mais de lumière crue sur l'horreur. Dans l'acte suivant, mesdames et messieurs les jurés, nous entrerons dans la salle d'audience. Nous verrons comment la justice belge a instruit ce dossier, comment les témoins ont pris la parole et comment le masque de Pandy est tombé définitivement. Ce sera le temps du procès, le vôtre, celui où la vérité n'est plus une rumeur mais une certitude. Mesdames et messieurs les jurés, avant que nous franchissions les portes de la salle d'audience, il est une figure que vous devez comprendre, celle d'Agnès, la fille adoptive d'Andras Pandy. Car dans ce dossier, elle n'est pas seulement témoin, elle n'est pas seulement celle qui a parlé, elle est aussi accusée. Et son rôle, ambigu, douloureux, est au cœur de la mécanique criminelle que nous jugeons. Agnès a grandi dans la maison des ombres. Comme les autres enfants, elle a subi le silence imposé, les humiliations devant ses frères et sœurs, la peur constante de la sanction.
Elle a vécu sous l'autorité d'un père adoptif qui se présentait comme représentant de Dieu et exigeait une obéissance absolue. Mais sa place a été encore plus singulière. Très vite, Pandy a fait d'elle non seulement une victime, mais un instrument. Les témoignages et les aveux d'Agnès l'ont confirmé. Elle a participé, pas par choix libre, pas par conviction, mais sous l'effet d'une emprise totale, d'une terreur qui paralysait toute volonté. Elle a été contrainte d'aider à attirer certaines victimes dans la maison, de participer à la neutralisation, parfois même à leur dissimulation. Elle a assisté à l'horreur. Elle a vu ce que d'autres ne pouvaient imaginer. Et dans cette maison, le silence était plus fort que tout. Se taire, c'était survivre. Obéir, c'était continuer d'exister. Mesdames et messieurs les jurés, il faut mesurer la gravité de cette situation. Agnès savait, Agnès voyait, et Agnès aidait. Non pas par cruauté, mais parce qu'elle vivait dans la certitude que désobéir à Pandy, c'était finir dans l'acide comme les autres. La peur était si totale qu'elle annihilait toute possibilité de rébellion. Elle était prise au piège. Pendant des années, elle a donc à la fois été spectatrice et actrice. Elle a entendu le bruit de la scie dans la cave. Elle a respiré l'odeur d'acide qui montait par les canalisations. Elle a vu les chaises vides s'accumuler autour de la table et quand Pandy lui ordonnait d'aider, elle aidait. Aider à tenir, aider à porter, aider à effacer. Son rôle n'était pas central, mais il existait. Et la justice ne pouvait pas l'ignorer. Puis, un jour, le silence est devenu trop lourd. Dans les années 1990, Agnès parle. Elle raconte aux enquêteurs ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait. Ces mots sont un séisme. Elle décrit la mécanique, l'ordre du père, l'exécution, le sang, l'acide et le silence. Elle explique son rôle. Elle avoue sa participation. Elle ne cherche pas à s'en dédouaner. Elle dit la peur, elle dit l'emprise. Mais elle reconnaît aussi ses actes. Mesdames et messieurs les jurés, la justice a dû affronter ce paradoxe. Agnès était-elle une simple victime ou une complice ? Était-elle coupable ou uniquement broyée par un monstre ? Pouvait-elle refuser d'obéir au risque de mourir ? Ce dilemme, c'est celui que le tribunal a eu à trancher. Et ce dilemme, c'est aujourd'hui le vôtre. Au procès de 2002, Agnès a pris la parole. Elle a détaillé son calvaire, elle a décrit la maison, les repas, la cave. Elle a répété comment elle avait participé, parfois malgré elle, souvent sous contrainte. Elle a reconnu son rôle. Et c'est cette reconnaissance qui a permis à la cour d'établir, avec précision, la mécanique criminelle de Pandy. Sans elle, beaucoup de zones d'ombre seraient restées scellées. Sa parole a fait tomber le masque, mais sa parole ne l'a pas absoute. La cour a retenu les faits. Elle a tenu compte de l'emprise, mais elle a aussi jugé la complicité. Agnès a été condamnée à 21 ans de réclusion criminelle, une peine lourde mais inférieure à celle de son père adoptif, car le tribunal a reconnu qu'elle avait été à la fois victime et actrice, dominée mais impliquée. Un verdict qui reflète toute l'ambiguïté de son rôle. Mesdames et messieurs les jurés, il faut le dire avec clarté. L'affaire Pandy est encore plus glaçante parce qu'elle a transformé une enfant en complice, parce qu'elle a montré qu'un monstre pouvait façonner ses propres victimes pour en faire les rouages de son système. Parce que la maison des ombres n'était pas seulement un lieu de mort, mais aussi un lieu où l'on brisait les consciences au point de les plier à l'inacceptable. Ce chapitre n'est pas une discrétion, il est nécessaire, car il montre l'ampleur de l'emprise, la complexité du jugement et le prix payé par ceux qui ont survécu. Sans Agnès, la vérité ne serait pas sortie. Mais avec Agnès, la justice a dû affronter une question terrible. Comment condamner sans ignorer l'emprise ? Comment reconnaître la victime sans nier le complice ? Dans l'acte suivant, vous verrez comment ce procès s'est déroulé, comment l'accusé principal, Andras Pandy, a tenté de nier, comment Agnès, elle, a assumé sa parole, et comment la cour, face à ces deux figures si opposées, a tranché pour rendre enfin justice.
Mesdames et messieurs les jurés, nous entrons dans la salle d'audience. Ici, plus de caves, plus de couloirs sombres. Ici, tout est éclairé, consigné, contradictoire. L'homme au visage, Andras Pandey, n'est plus le pasteur salué à la sortie du culte. Il est l'accusé. Et devant vous, le dossier s'ouvre. Victime, méthode, mensonge et emprise. Le président rappelle les faits, un à un. Les noms des disparus, les dates, les impossibles explications. On lit les procès-verbaux, on énumère les traces. On décrit la maison, la table où l'on se taisait, la cave où l'on découpait, l'acide qui effaçait. Le silence n'a plus droit de cité ici. Chaque pièce est versée au débat. La défense parle, elle nie, elle tente de faire vaciller les certitudes. On évoque des départs volontaires, des familles recomposées, des brouilles. On cherche à transformer l'horreur en malentendu. Mais la logique du dossier tient. Des disparitions multiples, toutes autour du même homme, toutes sans trace administrative, toutes scellées par le même récit bref. Parti, déménagé, en voyage. Ce n'est pas un hasard, c'est un système. Mesdames et messieurs les jurés, écoutez maintenant les voix. Les survivants s'avancent à la barre. Ils parlent d'une maison où l'on respirait avec prudence. Ils parlent d'humiliation sèche, de repas sous surveillance, de règles invisibles qui gouvernaient tout. Ils parlent d'absence, que l'on n'avait pas le droit de nommer. Et leurs mots font ce que l'acide ne peut pas faire. Ils reconstituent, ils relient, ils font revenir les absents. Vient ensuite Agnès, voix ferme, regard fixe. Elle raconte l'emprise, elle raconte la peur, elle raconte la cave. Elle parle des bidons d'acide, de la chair dissoute, de l'odeur qui s'accrochait au mur. Sa parole est une clé. Elle ouvre ce que le masque avait verrouillé. La cour écoute, confronte, questionne. Les dates s'ajustent, les trajets s'éclairent, les silences se comprennent. Les experts se succèdent, chimistes, anthropologues, enquêteurs. Ils découvrent ce que la science a retrouvé là où le regard ne voyait plus rien. Résidus d'acide, traces organiques fixées dans le béton, microparticules biologiques dans les canalisations. Rien d'un film, tout d'un constat. La matière parle. Et ce qu'elle dit rejoint les témoignages. À la barre, les voisins reconnaissent leur cécité. Ils racontent le pasteur poli, les explications rapides, les départs jamais questionnés. Ils disent la honte d'avoir cru, d'avoir préféré l'ordinaire au vrai. Ce n'est pas une preuve, c'est un contexte. Mais ce contexte explique la durée. Le masque tenait parce que le quartier voulait y croire. La stratégie de défense se déplace. On tente de déléguer la responsabilité, on insinue des complicités, on veut morceler la faute. Mais le centre reste le même. Le chef d'orchestre était là, au milieu. Celui qui choisissait, celui qui punissait, celui qui effaçait. Le dossier ne raconte pas un accident. Il raconte un pouvoir domestique absolu, passé à l'acte à plusieurs reprises avec méthode. Mesdames et messieurs les jurés, la question judiciaire est claire. Y a-t-il suffisamment d'éléments pour retenir la responsabilité pénale d'Andras Pandey? Vous avez des récits concordants, des traces matérielles, des incohérences répétées dans les explications de l'accusé, et une chronologie qui ne laisse plus de place au doute raisonnable. On évoque aussi l'après, les années de silence, la vie des survivants, ceux qui ont dû reconstruire une existence après avoir grandi dans la peur, ceux qui ont vécu avec l'idée qu'un mot de trop pouvait les conduire à la cave. La cour n'est pas un lieu de consolation, mais elle est le lieu où l'on nomme enfin ce qui a été tu. Cette nomination a un poids. Elle rend leur histoire aux morts et leur réalité aux vivants. L'accusé parle, il nie, il esquive, il inverse. Il tente de se présenter en victime des circonstances, des mensonges d'autrui, des malentendus. Mais les mots glissent sur la chronologie des faits, la répétition des disparitions, la similitude des scénarios, la constance de la posture d'autorité. Tout ramène au même point.
l'homme qui prêchait le dimanche, gouvernait la terreur chez lui. Le ministère public requiert la peine la plus lourde. Il rappelle que les victimes étaient des proches, épouses, enfants, que la maison n'était pas un lieu neutre, mais l'instrument du crime, que l'acide n'était pas un détail, mais la dernière marche d'une mécanique d'effacement, que l'absence de corps n'est pas un vide, mais la trace même de la méthode choisie. Mesdames et messieurs les jurés, il vous est demandé de juger. Non une rumeur, non une réputation, mais des faits établis. Vous n'êtes pas là pour commenter un masque, vous êtes là pour trancher sur une réalité. Des vies ont été détruites, des corps ont été dissous, des enfants ont vécu sous l'emprise, et l'homme, assis au banc des accusés, en porte la responsabilité. Le verdict tombe, réclusion criminelle à perpétuité. La cour actera la gravité, la répétition, l'organisation des crimes. Agnès, jugée pour sa part, sera condamnée séparément pour son implication. Mais la centralité du pouvoir et de la décision restera fixée sur Pandy. Le masque, enfin, ne protège plus. À la sortie de l'audience, il n'y a pas de soulagement joyeux. Il y a la reconnaissance d'une vérité. Et cette vérité, mesdames et messieurs les jurés, tient en une phrase. Derrière l'autorité d'un pasteur, il y a eu un bourreau. Le procès l'a établi. La justice l'a dit. Dans l'acte suivant, nous mesurerons l'onde de choc sur les survivants, sur la société qui a regardé ailleurs et sur la mémoire de ceux que l'acide n'a pas pu effacer. Mesdames et messieurs les jurés, le procès s'est achevé, le verdict est tombé. La réclusion criminelle à perpétuité a refermé, pour l'accusé, le cercle qu'il avait lui-même tracé de ses crimes. Mais pour la société, pour les survivants, pour les familles, tout ne s'arrête pas là. Car il reste l'après, et cet après, c'est celui que nous allons examiner ensemble. Dans les couloirs de la justice, les visages des survivants portent des années de peur accumulées. Agnès, condamnée pour complicité, sort brisée mais allégée d'un poids, celui du silence. Son témoignage a permis d'arracher à l'oubli des vies dissoutes dans l'acide. Elle paye pour sa participation, mais elle a aussi ouvert la voie à la vérité. Ces mots, lourds, resteront comme un rappel. Sans parole, le crime continue de gagner. Les autres enfants, ceux qui ont survécu sans disparaître, portent des cicatrices invisibles. Ils ont grandi sous l'autorité d'un père qui transformait chaque repas en tribunal. Ils ont appris à respirer en silence, à effacer leurs gestes, à ne jamais dire ce qu'ils pensaient. Le procès a mis des mots sur leurs souvenirs, mais il n'efface pas les années. Comment construire une vie quand l'enfance a été volée? Comment croire en la famille quand la maison a été une prison et la table une scène d'humiliation? Mesdames et messieurs les jurés, vous devez mesurer cet impact, car la justice condamne, mais elle ne répare pas. Elle reconnaît, et cette reconnaissance est précieuse, mais elle laisse derrière elle des ruines humaines qu'aucun verdict ne peut reconstruire. Dans la société belge, l'affaire a agi comme un électrochoc. Découvrir qu'un pasteur, figure d'autorité morale, avait pu cacher tant de crimes a jeté une lumière crue sur notre tendance collective à faire confiance aux apparences. Les voisins n'avaient rien vu. On n'avait pas voulu voir. Les fidèles n'avaient pas interrogé. La communauté avait préféré croire au voyage plutôt qu'aux disparitions. Le masque avait tenu parce que, chacun à sa manière, avait contribué à le renforcer. Cette affaire a donc posé une question qui reste valable aujourd'hui. Jusqu'où doit-on interroger ce qui paraît invraisemblable? Combien d'absences, combien d'incohérences faut-il avant de briser la confiance aveugle? Mesdames et messieurs les jurés, posez-vous la question. Si cela s'était passé dans votre rue, auriez-vous vu ce qui se tramait derrière les rideaux fermés? L'héritage de l'horreur, c'est aussi un débat juridique. Comment juger quand les corps ont disparu? Comment prouver quand les preuves ont été dissoutes dans l'acide? L'affaire Pandy a rappelé que la science peut parler même quand les restes semblent absents. Les microtraces, les résidus chimiques, les témoignages croisés, tout cela a suffi pour établir les faits. Mais ce fut un combat. La justice a dû se battre contre le vide, contre le silence, contre l'absence organisée. Le nom de Pandy est devenu en Belgique synonyme de monstruosité domestique. On l'a surnommé le pasteur de l'horreur.
Et ce surnom, loin d'être un excès médiatique, résume bien la réalité. Un homme qui prêchait le salut le jour et qui, le soir, dissolvait ses proches dans l'acide. Un contraste si violent qu'il reste gravé dans la mémoire collective. Mais l'héritage va plus loin. Il interpelle les institutions religieuses elles-mêmes. Comment un pasteur a-t-il pu utiliser le langage de la foi pour asseoir une emprise criminelle ? Comment l'autorité spirituelle a-t-elle pu être pervertie en instrument de terreur ? Des églises ont dû réfléchir à la manière de protéger leurs fidèles, de ne pas accorder de confiance aveugle au titre simple de représentant de Dieu. Car ici, ce titre a été un bouclier, et ce bouclier a tué. L'affaire Pandy a aussi nourri un débat médiatique. Certains ont reproché à la presse d'avoir construit une image sensationnaliste. D'autres ont répondu que, face à l'horreur, il n'y avait pas d'excès possible. Les termes de monstre, d'ogre, de pasteur de l'horreur étaient peut-être violents, mais comment qualifier autrement un homme qui avait transformé sa cave en abattoir et son évier en cimetière chimique ? Mesdames et messieurs les jurés, l'affaire ne laisse pas seulement un dossier judiciaire clos, elle laisse une mémoire lourde. Et cette mémoire est votre responsabilité, car une société qui oublie ouvre les portes à la répétition. Les crimes domestiques cachés, les masques de respectabilité, tout cela peut revenir si l'on détourne le regard. Voilà pourquoi nous devons raconter, encore et encore. Voilà pourquoi nous devons rappeler des détails, le bruit de la scie, l'odeur de l'acide, le silence de la table. Parce que ces détails disent la vérité, parce qu'ils empêchent le déni, parce qu'ils maintiennent la vigilance. L'héritage, enfin, est intime. Les survivants ont tenté de reconstruire, certains ont coupé tout lien avec le passé, d'autres ont accepté de témoigner, de répéter inlassablement les faits, pour que nul ne les minimise. Tous portent une cicatrice qui ne se voit pas mais qui se ressent dans chaque geste, chaque silence et chaque regard. Cette cicatrice, mesdames et messieurs les jurés, est aussi une preuve de ce que laisse derrière lui un criminel quand les murs se referment. Vous êtes les jurés. Votre rôle n'est pas seulement d'entendre, il est de retenir, de mesurer la fragilité des apparences, de vous souvenir que la vérité se cache parfois derrière les façades les plus solides. L'affaire Pandy n'est pas seulement celle d'un homme, elle est celle d'une société qui a choisi de ne pas voir et qui a dû affronter trop tard l'ampleur de l'horreur. Voilà l'héritage. Il est lourd, il est glaçant, mais il est nécessaire. Le procès a condamné un homme, mais il a aussi condamné une illusion, celle qu'un titre, une fonction, un rôle social suffisait à garantir la vertu. Non, mesdames et messieurs les jurés, la vertu ne se décrète pas, elle se vérifie, et quand on ne vérifie pas, l'ombre gagne. Ce dernier acte ne clôt pas l'histoire, il la transmet. À vous, mesdames et messieurs les jurés, aux auditeurs, aux citoyens, que chacun se souvienne qu'un pasteur respecté pouvait être un bourreau, que chacun garde en tête le bruit d'une scie, l'odeur de l'acide, le silence d'une table, car ce sont ces détails, mis bout à bout, qui rappellent l'essentiel. Le crime prospère quand le doute se tait. Mesdames et messieurs les jurés, le procès est fini, mais votre jugement, lui, reste ouvert. Que faire de cette mémoire ? La laisser s'éteindre ou en faire une vigilance ? C'est à vous d'en décider, car au banc du crime, les verdicts dépassent toujours l'homme jugé pour atteindre toute une société. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.